Plutôt que de refaire l'histoire des batailles, ce qu'on va faire ici, c'est une sorte d'autopsie de la Première Guerre mondiale. L'idée, c'est vraiment de regarder de près les cicatrices profondes que ce conflit a laissées sur le monde. Des conséquences qu'on peut, en fait, encore voir aujourd'hui. On va commencer avec cette phrase de Paul Valéry, écrite juste après la guerre. Elle est incroyable parce qu'elle capture parfaitement le choc psychologique immense que le conflit a provoqué. C'est la première fois que l'Europe, qui se voyait un peu comme le centre du monde, au sommet de la civilisation, a pris conscience de sa propre fragilité. C'était vraiment la fin d'un certain optimisme, la fin d'une époque. Alors, ça nous amène à la question centrale. Pourquoi on l'appelle la Grande Guerre ? Attention, le mot « grande » ici, ça n'a rien à voir avec la gloire. Pas du tout. Ça évoque plutôt son échelle. Une échelle complètement démesurée et un impact qui a littéralement redéfini tout le XXe siècle. Bon, alors, allons-y. Le nom de Grande Guerre, il est apparu très vite, dès 1920. Et ce n'est pas un hasard. Il se justifie par toute une série de facteurs qui ont tout simplement pulvérisé l'idée qu'on se faisait de la guerre jusqu'alors. Alors, qu'est-ce qui la rend si grande ? D'abord, la durée. 52 mois. C'est énorme. On n'avait rien vu de tel depuis un siècle. Ensuite, sa portée mondiale. On parle de 27 puissances, des soldats qui viennent de tous les continents. La technologie a aussi franchi un cap dans l'horreur, avec les gaz, les premiers bombardements aériens, une artillerie monstrueuse. Et puis surtout, il y a ce nouveau concept de guerre totale. C'est-à-dire que ce ne sont plus seulement les armées qui se battent, c'est tout le pays, l'arrière, les usines, les civils, tout est mobilisé pour la victoire. Parlons maintenant de la conséquence la plus directe, la plus brutale, la destruction d'un continent. Un bilan humain et matériel qui dépasse l'entendement. Plus de 8 millions de soldats tués. Il faut s'arrêter un instant sur ce chiffre. C'est si énorme qu'on a du mal à se le représenter. C'est quasiment toute une génération d'hommes qui a été fauchée. Et juste derrière, ce chiffre-là, 6 millions. 6 millions de soldats handicapés à vie. Ce qu'on a appelé les gueules cassées, les mutilés, les intoxiqués par les gaz. Pour eux, la guerre, en fait, elle ne s'est jamais terminée. Le coût humain, il va bien au-delà des morts. Pour que ces chiffres ne soient pas juste des abstractions, regardons ce cas précis en France. Un tiers des jeunes hommes nés entre 1892 et 1895 a tout simplement disparu. C'est une saignée démographique qui a handicapé le pays pendant des décennies. Et ce graphique, il est très parlant. Il montre bien l'ampleur du massacre dans les principaux pays. L'Allemagne, la Russie, la France, chaque nation a subi des pertes démographiques colossales. C'est de là que vient l'expression anglaise de « Lost Generation », la génération perdue. Au-delà des humains, c'est le paysage lui-même qui a été défiguré. Le géographe Albert Demangeon a parlé de cette zone de mort le long du front ouest. C'était comme un désert. Des villages entiers ont été rayés de la carte et n'ont jamais été reconstruits. Et évidemment, l'économie, elle est en ruine. Le potentiel industriel du continent chute de 40%. L'inflation, elle, explose. Elle anéantit les économies de toute une vie. Elle ruine la petite et moyenne bourgeoisie. En fait, la guerre n'a pas seulement détruit des vies et des bâtiments, elle a sapé les fondations même de la société européenne. Et ça nous amène à la deuxième grande onde de choc, l'effondrement des vieux empires et la réorganisation complète du pouvoir mondial. La carte du monde a été totalement redessinée. Regardez un peu cette chronologie, c'est fou. En à peine plus d'1 an, 4 empires autocratiques, dont certains étaient là depuis des siècles, disparaissent de la carte. Les Romanov, les Habsbourg, les Hohenzollern, les sultans ottomans, tous balayés par la guerre. C'est un bouleversement politique absolument sans précédent. Cette comparaison, elle est radicale. Avant 1914, l'Europe, c'était le banquier du monde. Après 1918, elle est ruinée, elle est devenue débitrice, obligée d'emprunter massivement, en particulier aux États-Unis. Le centre de gravité financier de la planète venait de basculer de l'autre côté de l'Atlantique. Et pendant que l'Europe s'auto-détruisait, d'autres ont profité du vide. Les États-Unis, bien sûr, sont devenus la première puissance économique. Le Japon a connu un essor industriel fulgurant, et même les dominions britanniques ou les pays d'Amérique latine ont gagné en autonomie. La guerre a vraiment mondialisé l'équilibre des forces. Et puis, il y a un autre point qui est fondamental. Le prestige de l'Europe dans les colonies a été brisé. Les peuples colonisés, qui ont combattu et sont morts pour les métropoles, ont vu les Européens s'entretuer avec une barbarie inouïe. Cette expérience, elle a semé les graines des futurs mouvements d'indépendance. On arrive maintenant à la conséquence la plus profonde, la plus intime peut-être, l'impact de la guerre sur la société, sur la culture, sur la psyché occidentale. C'est là que le traumatisme est le plus profond. Cette citation, elle nous parle d'un ressentiment social terrible. Pendant que des millions de personnes mouraient au front, d'autres, les profiteurs de guerre, amassaient des fortunes colossales. Et ils affichaient un luxe qui était juste indécent aux yeux des anciens combattants et des familles endeuillées. La guerre a en fait créé 2 nouvelles classes sociales.
D'un côté, les nouveaux riches, ceux qui ont profité des commandes de l'État. Et de l'autre, les nouveaux pauvres, en particulier les rentiers, les épargnants, tous ceux dont les économies ont été pulvérisées par l'inflation. Cette fracture a nourri une instabilité politique qui a duré des décennies. Mais au-delà de l'argent, c'est tout un système de valeurs qui s'est effondré. Comment est-ce qu'on peut encore croire au progrès et à la raison après un tel carnage? La confiance dans les élites, dans la morale traditionnelle, dans la civilisation elle-même, tout ça a été anéanti dans les tranchées. Et cette crise, où est-ce qu'on la voit? Dans l'art, par exemple. Le mouvement Dada est une réaction directe à ça. C'est un cri de révolte contre l'absurdité du monde, une envie de tout casser, de détruire les anciennes formes artistiques qu'on jugeait complices de la catastrophe. L'art devient une protestation. En clair, le monde d'après-guerre est méconnaissable. Les femmes, qui ont remplacé les hommes dans les usines, ont gagné une nouvelle indépendance. Un esprit ancien combattant est né, à la fois pacifiste, mais aussi très amer. Et finalement, c'est l'argent qui est devenu le principal marqueur social, bien plus que la naissance ou la tradition. La société avait changé pour toujours. Donc ce qu'on voit bien, c'est que les conséquences de la guerre ne se sont pas du tout arrêtées en 1918. Au contraire, elles ont projeté une très très longue ombre sur tout le XXe siècle. Et du coup, ça nous laisse avec cette dernière question, quand on y pense, l'effondrement des empires, la montée en puissance des États-Unis, la remise en question des valeurs traditionnelles, les traumatismes collectifs, est-ce que la Première Guerre mondiale n'a pas tout simplement posé les fondations du monde moderne dans lequel on vit encore aujourd'hui? L'autopsie, finalement, n'est peut-être pas terminée.